Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Bonjour à toutes et à tous. On embrasse Cécile de Ménibus qui est absente aujourd'hui, mais qu'on retrouvera évidemment demain au micro. Au sommaire de cette émission, à 17h30 pour le grand débat, le député LFI Sébastien Delogu a été exclu 15 jours de l'Assemblée nationale et privé de la moitié de son indemnité parlementaire. Hier, il avait brandi un drapeau palestinien en plein hémicycle, provoquant une interruption de séance. La scène a donné lieu ensuite à des altercations dans la salle des 4 colonnes. Alors parlons vrai, faut-il s'attendre à davantage de débordements à l'Assemblée nationale? Faut-il plus de contrôle ou des sanctions plus sévères pour les comportements des députés au sein de l'hémicycle ou dans l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale n'est-elle pas d'ailleurs devenue quelque part un peu une cour des miracles? Et à cette question, cette législature est-elle la plus violente de l'histoire de l'Assemblée nationale? Vous dites oui à 74%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre expert du jour sera Wally Bordas, journaliste parlementaire au Figaro, auteur du livre Histoire secrète de l'Assemblée nationale, coup de sang, intrigue et jeu de pouvoir, publié aux éditions du Rocher. À 18h35, Emmanuel Macron veut autoriser les Ukrainiens à viser le sol russe avec des armes françaises. Il l'a dit lors d'une conférence de presse hier avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Jusqu'ici, c'était impossible afin d'éviter d'entrer en belligérance. Les USA, par exemple, s'y refusent, mais le président de Macron veut l'autoriser. Alors parlons vrai, est-ce que frapper le territoire russe avec des armes françaises nous rend encore plus co-belligérants? Craignez-vous une escalade du conflit? Est-ce que la France n'est pas isolée, l'Allemagne refusant elle aussi de livrer des missiles de croisière à Kiev? Et à cette question, Emmanuel Macron a-t-il raison d'autoriser l'Ukraine à frapper des objectifs militaires en Russie avec des armes françaises? Vous dites non à 95%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Notre expert du jour sera Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France à Moscou et directeur de recherche à l'IRIS. Les vraies voix Sud Radio. Et nos éditorialistes du jour, il est toujours là, le président de l'Institut de la Parole. Bonsoir toujours Philippe Bilger. Bonsoir mon cher Philippe. Je vois que vous ne me regardez pas avec les mêmes yeux que vous regardez Cécile de Ménibus d'habitude. Pourtant, vous avez vos appâts, ils ne valent pas les siens, c'est tout à fait autre chose. Olivier d'Artigol, bonsoir. Les vraies voix, j'avoue, bonsoir. Franchement, chroniqueur politique, vous pensez la même chose sur mes appâts par rapport à Cécile? C'est un trop vaste sujet, il nous faudrait toute l'émission. Bienvenue dans Les vraies voix. Et enfin, Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, ancien député, auteur de Les Hommes en Noir, publié chez Plomb. Salut Philippe. Salut Jean-Michel. Même remarque que Olivier et Philippe. Ah, il y a de la surface. On n'y voit pas, il y a de la surface. Il y a de la surface, vous voulez dire que je suis trop gros, c'est ça? Non, il y a un potentiel. Il faut lire entre les lignes, Philippe. Je vais pas tout vous dire. Vous feriez volontiers un raid sur lui. Et notre auditeur du jour, bonjour Pascal, de Périgueux. Oui, bonjour. Bienvenue dans Les vraies voix. Alors de quoi allez-vous nous parler dans votre coup de gueule? Moi, je voulais dire que le bilan carbone, c'était pour tout le monde, sauf pour les colleurs d'affiches. Eh bien, écoutez, on vous retrouve dans quelques instants. Tout de suite, l'auditeur du jour sur le répondeur du jour, pardon. Bonjour Sud Radio, c'est Marc de Marseille. Pour les sondages, il faudrait arrêter de donner les sondages à partir d'un mois des élections. Parce que quand on regarde et quand on écoute à la télé ou les radios, les votes sont déjà terminés. Rassemblement national premier, et ainsi de suite par derrière. Alors qu'il y a des gens qui vont se dire, puisque Bardella il va passer, je vais pas voter. Le communiste, il a 2 ou 3%, il va dire, lui il passera jamais, je vais pas voter, ça sert à rien. Je vous remercie. À bientôt, Sud Radio. Ce message de Marc de Marseille suite à notre débat d'hier, Bardella a-t-il déjà gagné les européennes comme il était pour la première fois à 34? Il a perdu un demi-point aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que les Français sont si influencés que ça par les sondages, Philippe Bilger? Moi, je ne crois pas. Je sais que certains évoquent ont la même conviction que notre invité, qui souhaiterait qu'on les arrête un mois avant l'élection. Mais je pense pas que les sondages, les enquêtes d'opinion font le succès. Il conforte peut-être les gens dans leur choix, mais ne le crée pas. Olivier d'Artigol. Pour les électeurs qui vont se rendre aux urnes, ils ont en effet, parmi toutes les informations dont ils disposent, les derniers sondages. Et nous avons quand même un peuple très politique qui peut avoir un vote stratégique, c'est-à-dire ne pas aller au plus près de ce qu'il aimerait voter, mais aller vers le candidat qui lui semble être en dynamique, et quitte à voter, autant que mon vote aille vers celui qui pourra
marquer le scrutin, puisque les sondages le disent. Jean-Michel Fauvergue. Moi, je pense que dans cette élection en particulier, on parle de tout sauf Europe, sauf de l'Europe, et peut-être que une partie de nos électeurs, puisqu'ils sont de moins en moins nombreux, les électeurs, mais la partie qui va se déplacer, peut-être qu'elle est, enfin moi en tout cas, je fais ce pari-là, qu'elle se renseigne sur la teneur de ce scrutin et qu'elle va voter intelligemment. Donc le sondage, non, il ne faut pas les interdire, bien évidemment. Moi, ça me semble dérisoire que d'interdire les sondages, mais je suis pas persuadé que les résultats correspondront, comme ça s'est passé par le passé, tout à fait au sondage. Réponse le 9 juin dans la soirée. Direction Périgueux. Alors Pascal, parlez-nous de votre coup de gueule sur notamment le bilan carbone des colleurs d'affiches. Ouais, mais là, ça dépasse l'entendement. Je suis dans une colère noire. Là, on a des affiches partout. Alors, sur les abribus, sur les transformateurs. Alors, en plus, moi, j'étais colleur d'affiches dans les années 80, mais il y avait que 3 chaînes. Il y avait pas Internet, il y avait pas les réseaux sociaux, il y avait pas tout ça. Et là, c'est la course à l'échalote. C'est-à-dire que, au niveau bilan carbone, c'est nul parce que il faut de l'énergie pour produire pour fabriquer du papier. Il faut de l'énergie pour l'imprimer. Les gens qui vont coller les affiches, c'est du gasoil. C'est des tracts. On va recevoir 38, professions de foi. Et bulletins de vote. Et bulletins de vote qui vont partir à la benne parce que de toute façon le jour de l'élection on va aller prendre son bulletin sur les tables, mais c'est catastrophique et on veut nous imposer des voitures électriques. Mais quand je vois les panneaux de ma commune qui sont à l'envers et toujours à l'envers parce que les paysans les ont mis, mais ils ont raison, on marche sur la tête. Alors on va faire réagir les vrais voix. Philippe Billiger. Oui, il me semble que sur le bilan carbone, notre auditeur a raison. Mais la démocratie a un prix, y compris en carbone. Vous complétez ma pensée, mon cher Philippe. Donc elle est très bonne. Les grands esprits se rencontrent. Jean-Michel Fauvergue. Il y a une espèce de connivence là, c'est incroyable. D'habitude, c'est avec Cécile de Ménibus, elle essaye de m'acheter pour le qui c'est qui a dit. Connivence sur ce sujet, mon cher Jean-Michel. Ceci étant, oui, vous avez raison, la démocratie veut qu'à un certain moment on puisse s'exprimer mais peut-être qu'il y aurait des moyens modernes pour limiter un peu effectivement toutes ces affiches et tout ce le vote électronique. Le vote électronique, oui, il va falloir s'y pencher dessus. Sur le collage d'affiches, moi je voudrais vous faire part de quelque chose auquel j'ai assisté sur ma campagne électorale législative, parce que c'était plutôt, il y avait des trucs qui étaient plutôt marrants. C'est-à-dire que quand vous colliez vos affiches sur les emplacements légaux, assez rapidement, certains arrivaient derrière, les décollaient, elles étaient toutes fraîches et les mettaient sur l'emplacement d'à côté. Donc vous mettiez à la faute parce que vous n'aviez pas le droit. Alors que vous aviez rien fait. De coller. Ou alors vous mettez la tête en bas. Tout ça, c'était sympa. Ce qu'il y avait de moins sympa, c'est quand certains mélangeaient de l'alcool avec des tessons de bouteilles pour les coller sur les... Pour se couper dessus, oui. Ah oui. Oui, cela existe. On pile des bouteilles de bière ou que sais-je. On mélange ça dans de la colle afin de ne pas se faire arracher les affiches. Ça peut donner aussi certaines rencontres rugueuses entre équipes de colleurs. Pour ma part, je suis indécrottable attaché, quand bien même cela en effet un coût carbone, au fait que la propagande électorale soit adressée dans les boîtes aux lettres, parce que je pense que c'est une information. Et il y a encore des gens qui, avant de voter, regardent les programmes. Je suis très attaché au fait que les affiches puissent être collées sur les emplacements qui sont destinés à cet usage. Cela me semble être de la bonne politique et j'espère qu'on continuera à agir ainsi. Eh bien écoutez, Pascal, merci à vous. Vous restez avec nous, vous allez réagir sur le premier débat et évidemment vous allez être en compétition pour le qui c'est qui l'a dit un soir où il y a Olivier d'Artigol. C'est comme jouer Nadal sur le central de Roland Garros. Ça vous fait quel effet? Là, on est mal barré. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour le réquisitoire du procureur. Il est sur quoi votre réquisitoire, monsieur le procureur? Sur François-Xavier Bellamy. Eh bien écoutez, on se retrouve dans quelques instants. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour dans les vraies voix avec ce trio de choc, Philippe Billiger, Olivier d'Artigol, Jean-Michel Fauvergue. Dans quelques instants, Félix Mathieu, les 3 mots dans l'actu, 3 mots qui sont... 3 mots qui sont bombardement, économie et excréments. On va parler de ces bombardements qui continuent sur la ville de Rafah. On va parler aussi de cette idée qui s'annonce déjà un peu controversée de la Cour des comptes pour faire des économies à la sécurité sociale. Et puis de ces drones
drôle de colis envoyé par la Corée du Nord à son voisin du Sud, au-dessus de la frontière. On voit ça dans un instant. Et tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et vous voulez parler de François-Xavier Bellamy, monsieur le procureur? Oui, parce que depuis quelques jours, il y a énormément de conseilleurs auprès de lui qui ne sont évidemment pas les payeurs. J'ai toujours été fasciné par ces milieux politiques où on conseillait un responsable qui était infiniment plus doué que les conseilleurs qui prodiguaient leurs injonctions, leurs encouragements ou leurs critiques. Et François-Xavier Bellamy, depuis quelques jours, étonne parce que il fait une très bonne campagne et on le découvre plus pugnace que sa politesse constante pouvait le laisser croire. Et finalement, imaginons que le 9 juin, alors que Bardella est à 34%, que Valérie Pécresse avait fait 4,5%, eh bien il se retrouve à 8. Les Républicains pourront considérer que non seulement ils ne sont pas morts, comme certains le répètent trop souvent ici, mais qu'ils s'en tirent assez bien par rapport à d'autres. Ça, c'est le vote du 9 qui le dira. Oui. Pour l'instant, on fonctionne sur les sondages. Mais en effet, il y a un moment Bellamy dans cette campagne des européennes, notamment depuis son face-à-face avec Boyard devant Sciences Po Paris et lors des derniers débats télévisés. Absolument. J'ai souvenir que François-Xavier Bellamy avait dit, en découvrant la composition de la liste qui conduit, je ne suis pas aidé, car il n'a pas été associé aux arbitrages pour faire cette liste. Et quand je vois une personnalité de droite telle que Laurent Wauquiez, qui n'est absolument pas engagé dans cette campagne aux côtés de la tête de liste LR, comme s'il était de manière permanente en réserve de la République, cela pose un problème d'engagement et donc au final de sincérité. Absolument. Jean-Michel Fauvergue. Je rejoins ce qu'a dit Philippe sur Bellamy. Je trouve que et ce qu'a dit aussi Olivier. Je trouve qu'il fait une belle campagne et en tout cas c'est une campagne qui s'est accélérée depuis les événements et depuis le face-à-face qu'a cité Olivier. Il a des arguments sympathiques et surtout il parle d'Europe et ça c'est quelque chose d'intéressant et d'important dans cette campagne-là parce que l'Europe est pas et n'est qu'un prétexte et pour l'instant peu de gens parlent de cette Europe-là. De plus, alors certes il n'a pas choisi les gens qu'il a sur sa liste, peut-être à l'exception de quelques-uns, dont le général Gomard. Qui est deuxième de la liste, qui est un troisième, je crois. Deuxième, enfin en position agricultrice du Tarn. En position éligible et qui est un ami et qui sait de quoi il parle et c'est toujours intéressant de s'entourer effectivement d'experts et de gens qui savent de quoi ils parlent. Un ami qui avait fait le bon choix donc. Oui. Contrairement à d'aucuns. Tout de suite, j'ai des amis qui ont fait de mauvais choix. Moi, j'ai toujours fait les bons choix, mais quelques amis ont fait de mauvais choix, Philippe. Tout de suite, 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont bombardement, économie et excréments. L'armée israélienne continue à bombarder sans relâche la ville de Rafah alors que l'ONU travaille sur une résolution pour l'arrêt des violences suite au bombardement très meurtrier de dimanche dernier. Recherche économie à tout prix. La Cour des comptes vient de publier ses préconisations, dont l'une pourrait faire beaucoup parler, ne plus rembourser les arrêts de travail de moins de 8 jours. Et puis des ballons d'excréments envoyés par la Corée du Nord. Les tensions prennent une nouvelle dimension à la frontière entre les deux frères ennemis. Les vraies voix Sud Radio. Des Palestiniens blessés affluent sur des brancards vers l'hôpital européen de Khan Younes pendant que d'autres se recueillent sur les dépouilles de leurs proches. Depuis ce matin, l'armée israélienne continue à bombarder Rafah au sud de la bande de Gaza. Pendant ce temps, l'ONU travaille sur un projet de résolution pour tenter d'arrêter les violences suite au bombardement meurtrier sur un camp de réfugiés. C'était dimanche dernier. Renaud Girard, grand reporter, géopoliticien et chroniqueur international au Figaro, nous décrit ce qui ressemble à une forme de spirale en forme de fuite en avant au sommet du gouvernement
gouvernement israélien. Netanyahou va beaucoup trop loin. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il nous a dit qu'il allait éradiquer le Hamas. Le Hamas n'est pas éradiqué. D'ailleurs, c'est une idéologie, on ne voit pas comment vous l'éradiquer. Gaza est entièrement détruit et il ne donne pas d'agenda. Il ne nous dit pas quelle est sa stratégie. Il ne nous dit pas quel est l'avenir de Gaza. Et d'ailleurs, les gens qui sont avec lui dans le gouvernement d'Union nationale, dans le cabinet de guerre en Israël aujourd'hui, c'est-à-dire Benny Gantz, il lui dit, si tu nous dis pas quelle est ta stratégie à moyen terme, si on ne sait pas où on va, si tu nous donnes pas le chemin, eh bien moi je vais quitter ce cabinet de guerre. Renaud Girard au micro d'André Berkoff ce midi sur Sud Radio. Réaction, Philippe Bilger. Totalement d'accord avec ce que dit Benny Gantz. On a l'impression qu'il ne sait pas où il va, quoi. Vous avez le même sentiment, Jean-Michel Fauvergue ? Oui, c'est très vrai ce qui a été dit. Et quand on fait une guerre, l'essentiel c'est de savoir pourquoi on l'a fait et surtout d'avoir l'étape d'après. Qu'est-ce qu'on va faire après ? Et là, on a l'impression d'un vide sidéral. Olivier, quels sont les objectifs de guerre ? Les bombardements sur une zone qui avait été présentée comme une zone humanitaire pour s'y réfugier et pour être en sécurité a été bombardée. Et on a le sentiment que cette poursuite dans la guerre permet à Benjamin Netanyahou de sauver sa peau pour l'instant sur le plan politique, mais jusqu'à quand ? Deuxième mot, économie. La Cour des comptes vient de remettre ses préconisations et l'une d'elles risque de faire beaucoup jaser. Les sages, entre guillemets, viennent de lâcher cet énorme pavé dans la mare. Mais est-ce bien sage d'ailleurs comme idée, ne plus couvrir les arrêts de travail de moins de 8 jours ? C'est l'une des pistes évoquées par le tout nouveau rapport de la Cour des comptes, publié cet après-midi. Pas de remboursement pour les petits arrêts maladie. Soyons clairs, on est rarement arrêté plus d'une semaine, même pour une grosse angine ou une grippe. Selon la haute juridiction, ça pourrait faire économiser 470 millions d'euros par an à l'assurance maladie. Qu'est-ce que vous en pensez rapidement, Philippe Bilger ? J'ai l'impression qu'on fait des économies à tout prix, au risque tout de même d'aboutir parfois à des injustices. Olivier d'Artigol. Pas mieux. Jean-Michel Fauvergue. Il faut plus rien rembourser, comme ça on fera beaucoup plus d'économies. Écoutez, le moins qu'on puisse dire. 8 jours, ça commence à faire beaucoup quand même. Oui. On passe au rolling des européennes. Pas de bouleversement majeur, Félix. Oui, la liste RN de Jordan Bardella reste première, mais elle rebaisse un petit peu, 33,5. La liste Renaissance de Valérie Ayé reprend un demi-point, 16%. Elle se remet un peu d'oxygène, 2 points au-dessus de la liste socialiste de Raphaël Glucksmann, qui est à 14%. Voilà pour le trio de tête dans les intentions de vote. Le rolling IFOP fiducial des européennes pour Sud Radio, Le Figaro et LCI est à retrouver chaque jour à partir de 17h sur sudradio.fr. Et troisième mot, excrément, c'est le cadeau de la Corée du Nord à son voisin du Sud. La fameuse zone démilitarisée intercoréenne est décidément pleine de surprises. Et pas seulement parce qu'elle est l'une des zones les plus militarisées au monde, comme son nom ne l'indique pas. Elle est aussi régulièrement donc le théâtre de concours, par exemple de haut-parleurs de propagande qu'on s'envoie à travers la frontière. Ambiance. Voilà pour le bruit. Et concernant les odeurs, la Corée du Nord vient effectivement de mettre à exécution les menaces récemment proférées par Kim Jong-un et rapportées par les médias officiels de Corée du Nord. Des monticules de déchets et d'immondices seront bientôt éparpillés dans des zones frontalières et à l'intérieur des régions du Sud, avait plastronné le soleil du 21e siècle, selon la terminologie locale. Et donc, effectivement, comme promis, c'est arrivé. Des ballons sont arrivés. On larguait des sacs poubelles remplis d'excréments, de papier toilette ou encore, entre autres joyeusetés, de piles chinoises usagées. En réponse à quoi le Sud demande à Pyongyang d'arrêter ces provocations de bas étage, je cite, avec aussi quand même consigne aux habitants des régions concernées d'éviter les activités de plein air en ce moment. Jean-Michel Fauvergue va réagir. Moi je trouve que c'est génial, se faire la guerre avec des montgolfières remplis de merde, peut-être que ça porterait plus que des obus, il y aurait peut-être moins de morts aussi. Vu comme ça, Olivier C'est sûr. Actualité. À choisir entre la guerre atomique et ça, je n'hésite pas. Actualité malodorante. Allez, tout de suite, le grand débat. 150 sanctions avaient été prononcées contre des députés depuis le début de la législature fin 2023, contre 6 seulement entre 2012 et 2017. Alors parlons vrai. Faut-il s'attendre à davantage de débordements à l'Assemblée nationale ? Faut-il plus de contrôle, plus de sanctions pour ce qui se passe au sein de l'hémicycle ou au sein du Palais Bourbon ? Est-ce que l'Assemblée nationale est devenue la cour des miracles ?
Et à cette question, cette législature est-elle la plus violente de l'histoire de l'Assemblée nationale? Sur Twitter, vous dites oui à 74%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Avec nous, Wally Bordas, journaliste parlementaire au Figaro, auteur du livre Histoire secrète de l'Assemblée nationale, coup de sang, intrigue et jeu de pouvoir, publié aux éditions du Rocher. Bonsoir. Bonsoir. Question cash pour réponse cash et courte. On voulait avoir des élus qui ressemblent au pays. C'est fait? C'est fait, c'est fait. Très clairement, on a tout dans cette Assemblée nationale, on a toutes les sensibilités, on a toutes les classes sociales, on a de tous les territoires, et finalement, la violence qui se reflète dans la société, elle est à l'Assemblée nationale. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 ou autre vous parlera très bien, ne vous inquiétez pas, on se retrouve tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvergue, Olivier d'Artigol, et c'est l'heure du grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Monsieur Delogu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. D'abord, aucun être humain ne peut être insensible au malheur des civils palestiniens. Je me fous complètement de la sentence que va me donner la présidente de l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée. Moi, on n'a pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est quoi le cochon? T'es dans la boue du génocide. C'est quoi la boue du génocide? Allez, la séance est suspendue. Pourriture, ce monsieur est un porc. Le député LFI, Sébastien Delogu, a été exclu 15 jours de l'Assemblée nationale et privé de la moitié de son indemnité parlementaire. Hier, il avait brandi un drapeau palestinien en plein hémicycle, provoquant une interruption de séance. Une scène qui s'est prolongée avec des altercations entre deux députés, l'un LFI, David Guiraud, et l'autre apparenté LR, Meir Habib, dans la salle des 4 colonnes. Alors parlons vrai, faut-il s'attendre à davantage de débordements au Palais Bourbon? Est-ce qu'il faut plus de contrôle et de sanctions pour les débordements? Est-ce que l'Assemblée nationale est devenue une véritable cour des miracles? Et à cette question, cette législature est-elle la plus violente de l'histoire de l'Assemblée nationale? Vous dites oui à 74% sur Twitter. Venez réagir au 0826 300 300. Avec nous, Wally Bordas, journaliste parlementaire au Figaro, auteur de cet excellent livre Histoire secrète de l'Assemblée nationale, coup de sang, intrigue et jeu de pouvoir, publié aux éditions du Rocher. Rebonsoir. Mais on va faire un tour de table des vraies voix. Philippe Bilger, sans être injurieux avec vous, vous êtes celui qui a le plus de bouteilles ici, vous avez même connu la 4ème République. Même avant, je crois. Pour y aller jusqu'à la 3e. Oh, même la seconde, hein, avec voilà, 1848, vous étiez né. Oui, donc, qu'est-ce que... Empire aussi, peut-être, non? Carrément. Allons-y. Et même le premier. Le serment du jeu de paume. Mais je suis du bon côté de Napoléon III. Hein. Quelle est votre approche? Comment est-ce que vous voyez les choses? On m'a beaucoup dit, et je crois que c'est vrai dans l'histoire parlementaire, que ça n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des conflits, des disputes, des empoignades, des grossièretés à l'Assemblée nationale ou dans sa périphérie. Ce qui me semble nouveau aujourd'hui, tout de même, c'est d'abord l'intensité de ceci dans une partie de l'Assemblée, parlons net du côté surtout de LFI, et deuxième élément, c'est le fait que ces grossièretés, ces violences, ces indécences sont commises avec une sorte d'innocence absolue, comme si ces auteurs n'avaient même pas la moindre référence éthique. Je suis frappé de voir à quel point on s'abandonne avec une totale volupté à des déjections, à des interjections, à des intimidations et à des violences qui sont absolument scandaleuses, et les auteurs eux-mêmes semblent en être très fiers. Olivier d'Artigol. Nous constatons, et nous en sommes navrés, que nous ne vivons pas de grands moments parlementaires. Malheureusement. Ça donne une image déplorable. Avant, il y avait une forme de sélection, un cursus honorum dans les partis qui faisait que pour aller jusqu'à une candidature, il y avait, j'ai envie de dire, une sélection qui s'opérait. Aujourd'hui, on est face à des générations de TikTok, parfois très peu conscientisées d'ailleurs politiquement. Il y a eu parfois des moments rugueux à l'Assemblée nationale.
quand un Jean Jaurès, lui, le Pacifique, va en duel face à Paul Déroulède, c'est parce qu'il y a eu des moments de tension. Le dernier duel, c'est Gaston Defferre qui avait dit abruti à un député Ribière gaulliste. Ça s'était terminé sur le pré, là, à l'épée. Et pour la petite anecdote, Ribière avait son mariage le lendemain et Gaston Defferre avait dit je vais le toucher aux attributs, comme ça il n'aura pas une bonne nuit de noces. Jean-Michel Fauvergue, la seule vraie voix qui ait été député. Oui, moi j'étais député à la précédente législature où ça bougeait déjà et on voyait déjà cette évolution-là qui était une mauvaise évolution. D'abord dans les attitudes et les comportements physiques et la tenue vestimentaire des députés où c'est du grand n'importe quoi. Maintenant, on ne représente plus ni la France ni le pouvoir politique tel qu'on le ressent. Je pense que on est arrivé à quelque chose de plus violent dans la Ve République, mais on a eu quand même des trucs quand même qui sont très violents et qui sont allés jusqu'à la mort de certains, puisque à la 4e République s'est dissous dans l'État français. La 3e s'est dissoute dans l'État français. La 3e République s'est dissoute dans l'État français, vous avez raison, et avec des dénonciations de Léon Blum en particulier, de Mandel, le juif Mandel, souvenez-vous. Sous la 3e, c'était violent. Par Jacques Duclos pendant l'occupation, et le résultat, c'est qu'il a été fusillé par la milice dans les fossés de Vincennes. Donc, il y a toujours eu des trucs. Là, c'était extrême. Mais là, on est arrivé à quand même à des situations où plus personne. C'était pas dans les fossés de Vincennes qu'il a été tué, mais ça a été en Flore. Et ça, je suis quasi certain, mais on vérifiera. C'est pour Georges Mandel. Oui, vous parliez pas de Duclos. Oui, mais non, de Mandel qui a été fusillé par la milice. C'est Matahari qui avait été fusillé dans les fosses de Vincennes. Avec nous, Wally Bordas, histoire secrète de l'Assemblée nationale, coup de sang, intrigue et jeu de pouvoir. Ce que disait le seul député des vraies voix, la tenue vestimentaire déjà. Moi je me souviens, ça va faire plaisir à Olivier d'Artigol, le parti communiste qui représentait les prolos à l'époque, et c'est pas du tout injurieux dans ma bouche. Je revois une photo avec Georges Marchais, André Lajoigny et Paul Laurent en costume 3 pièces avec cravate. Oui. Aujourd'hui, le costume 3 pièces cravate, ça paraîtrait surréaliste. Grosso modo sur les mêmes bancs de l'Assemblée nationale, non ? Il y a que les insoumis, très clairement, il y a que les insoumis qui sont dans ce positionnement. Les écologistes sont bien plus respectueux, enfin en termes d'habillement comme en termes de vocabulaire d'ailleurs. Moi j'irais plus loin même que ce que vous disiez, Monsieur Fauvergue. Vous l'avez vécu pendant la précédente législature avec l'arrivée des 19 insoumis. C'était pénible. Ouais, j'imagine que c'était pénible. Alors là aujourd'hui ils sont environ 80. En gros, ce qu'on remarque quand on fouille un peu dans les archives parlementaires, c'est que la violence elle a toujours existé. Il y a eu des bagarres générales, il y a eu des duels à l'épée. Vous l'avez évoqué. Sous la 4e. Voilà, tout à fait. Il y a pas si longtemps finalement. Hein. Et ce qu'on remarque même dans ces archives, dans ces gros coups de sang qu'il y a eu, c'est qu'il y avait quand même un art oratoire, même dans ces fauteurs de troubles, qui était c'était important pour eux de bien parler, de faire une saillie littéraire. Aujourd'hui, ils font, en quelque sorte, ils battent leur coup de sang, si je puis dire. Et c'est fait autant sur le côté vestimentaire que sur le côté verbal. Philippe Bilger veut réagir. Dans le micro. Absolument. Vous avez totalement raison. Il y avait, il me semble, quand on lit les comptes rendus de l'époque ou les biographies, il y avait de la part de ces gens une capacité de grossièreté, d'esprit, mais ça reposait sur une culture générale et un maniement du langage qui était totalement hors de pair. Je vous rejoins absolument. Vous êtes d'accord, Wally Bordas, à l'époque, ça s'engueulait, et parfois plus, mais avec un niveau de culture générale et des mots quand même d'un autre niveau. Oui, exactement. Mais d'ailleurs, dans mon livre, je parle de plusieurs épisodes. Je pense à Léon de Baudry-Dasson, qui était un royaliste, qui est le seul député à s'être fait enfermer dans la prison de l'Assemblée nationale, qui n'existe plus aujourd'hui. Léon de Baudry-Dasson, il se bat avec la garde de l'Assemblée nationale. Il a des mots très
dur, mais en même temps, quand on relit ce qu'il dit, voilà, c'est fait avec de la verve, c'est fait avec du talent, et finalement, c'est un coup de sang qui est maîtrisé en quelque sorte, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, le lendemain de son emprisonnement, il devient une star médiatique assez incroyable à l'époque. Olivier D'Artigol. Faut pas oublier que l'art oratoire, la disputatio, est justement là pour éviter d'en venir aux mains. C'est-à-dire que c'est le moyen qu'ont trouvé nos démocraties, et tant mieux pour purger le débat et la conflictualité. Mais question, est-ce que aussi l'Assemblée n'est pas devenue un peu à l'image de notre société ? Où de fait nous retrouvons dans l'hémicycle des choses que nous subissons à l'échelle de la société, des gens qui n'arrivent plus à discuter, à débattre, à créer, si ce n'est du consensus, au moins une capacité à aller vers de l'altérité, à aller chercher chez l'autre ce qui peut... Nous n'avons, y compris, pas beaucoup ça aujourd'hui dans la société qui est à cran, qui est une cocotte minute. Et votre question me fait me poser une question, est-ce que ça n'est pas nécessaire ? Et je regardais hier les échanges horrible entre David Guiraud et Meyer Habib. Et je me disais que les images qu'on voyait dans la rue étaient moins violentes que celles que l'on voit à l'Assemblée nationale. Moi, j'étais présent en plus à l'Assemblée hier. Il y avait vraiment une violence, une tension physique assez impressionnante qui, j'ai l'impression... Vous avez pensé que ça pourrait en venir aux mains ? Ah oui, moi je pensais très sincèrement que ça allait se terminer en bagarre. Et je me pose la question de est-ce que cette violence verbale vécue à l'Assemblée ne canalise pas en quelque sorte celle qui pourrait avoir lieu dans la rue. Jean-Michel Fauvergue, avec qui il fallait surtout pas en venir aux mains comme ancien patron du RAID. Oui, enfin ça j'ai été, comme député, admirateur des discours de Mélenchon, qui est un orateur extraordinaire. Il disait beaucoup de bêtises, mais il les disait bien. Alors quand on arrive à faire la part entre le fond et la forme, on se régale. Moi, je me régalais à l'écouter et à tourner ses arguments dans le sens où mais malheureusement, il dit beaucoup de bêtises. Et puis, il a dégénéré au fur et à mesure. Et moi, j'étais venu à l'Assemblée nationale aussi pour voir ce spectacle-là en tant que député. Et j'ai été très déçu, effectivement. Et je pense que maintenant, on a une représentation la plus mauvaise qu'on puisse avoir, mais c'est la question que je vous pose. Est-ce que c'est pas le fait aussi, à un certain moment, d'introduire ces réseaux sociaux, est-ce que avant, ce qui se passait à l'Assemblée nationale était moins vu par le public extérieur? Là, on est dans un grand théâtre permanent, mais un théâtre qui fait plus rigoler personne. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, est-ce que l'immunité qu'il y a pénale, la quasi-immunité, immunité qu'on a à l'hémicycle, est-ce qu'il ne faudrait pas abandonner ça? Wally Bordas. Je pense que sur le débat des réseaux sociaux, il est assez important. Quand on parle avec des vieux députés, hein, sans les insulter, ils nous disent qu'avant qu'il y ait toutes les vidéos dans les commissions, les débats étaient bien plus apaisés. Aujourd'hui, ça peut s'enflammer sur un petit mot. On a des députés, particulièrement les Insoumis, encore une fois, comme Louis Boyard, qui viennent uniquement pour leur petite capsule de 2 minutes à faire tourner sur les réseaux sociaux. Et effectivement, pour revenir sur ce qu'on disait sur l'éloquence, sur la verve, l'importance de faire des débats argumentés, on a quand même une perte de culture littéraire qui est due aussi, et ça vous allez peut-être me contredire, mais dans un premier temps, à l'arrivée de beaucoup de personnalités en 2017 issues de la société civile qui n'avaient pas forcément des professions, qui n'avaient pas de carrière politique ni de profession liée à l'art oratoire comme pouvaient l'être des avocats, etc. Et puis un peu plus récemment des insoumis. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300 direction Montpellier. Bonsoir Laurent. Bonsoir Philippe Bis, bonsoir Jean-Michel, Olivier, bonsoir à tous. Bonsoir. On vous écoute. Alors par rapport à la question, et je voudrais réagir à ce que disait Olivier tout à l'heure, est-ce que l'Assemblée ressemble aujourd'hui un petit peu à notre société? Quelque part, j'ai envie de vous dire, on n'a pas trop le choix.
l'Assemblée qu'il y avait en 1980 ou en 1970 n'est plus la même en 2024. La jeunesse, la nouvelle génération va chercher l'information, notamment sur les réseaux sociaux. Et moi, je pense pas, au contraire, que les réseaux sociaux soient vraiment néfastes pour des partis politiques ou pour autres, parce que ça permet d'avoir des compléments. Ça, c'était la parenthèse. Maintenant, ce qui concerne la question, bon, pour travailler dans la communication et être observateur de la vie politique, j'ai envie de vous dire que c'est une occupation de terrain. C'est de la première année de communication. C'est une première année de Sciences Po, quoi. C'est-à-dire, occuper le terrain, bordéliser l'Assemblée, bon, ça, c'est un secret pour personne. Être présent sur les réseaux sociaux, des petites phrases assassines. Après... Oui, Philippe. Alors Laurent, oui, on va faire, parce qu'on a un autre auditeur, on va faire réagir rapidement Wally Bordas. Bordélisation, le terme a été utilisé par Laurent de Montpellier. On s'est posé la question ce matin, si on n'allait pas faire, est-ce que LFI est en train de bordéliser l'Assemblée nationale? C'est une volonté de bordéliser rapidement, parce qu'on repart au 0826 300 300. Une volonté affichée, assumée depuis le début de la législature, mais qui n'est pas permanente. Si vous voulez, il y a eu des séquences, la réforme des retraites par exemple, où il y a eu une véritable bordélisation sur certains débats, effectivement, comme le conflit israélo-palestinien, mais sur d'autres sujets, ils se font beaucoup plus en retrait. Moi qui suis fréquemment, par exemple, sur la loi immigration, on les a pas entendus, les insoumis. On repart au 0826 300 300. Merci Laurent de Montpellier. Pascal de Périgueux, à bientôt, notre vraie voix du jour. Alors Pascal, rapidement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est l'Assemblée, la législature la plus violente? Déjà, premièrement, elle était à l'image de notre société. Aujourd'hui, la société est devenue... on supporte plus les uns les autres. C'est quand même malheureux. Et je pense que Wally Bordas a bien mis le doigt sur quelque chose de primordial. C'est sur l'inculturation de l'Assemblée. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu des députés à ce niveau-là. Alors, c'est vrai que c'est plus... Alors il faut nous les montrer, parce que moi je suis d'une génération où il y avait même de droite et de gauche, il y avait des pointures, mais là honnêtement on est au fond du trou. Vous êtes d'accord avec ça, Wally Bordas? On est au fond du trou. Ce qui est intéressant, alors moi je généraliserai pas, parce qu'en plus j'y suis tous les jours et je vois comment ça se passe. Ce qui est intéressant, c'est de voir par exemple, quand on compare effectivement des prises de parole insoumises à des prises de parole communistes, de voir le talent, j'ai envie de dire, de certains communistes. Vous connaissez André Chassaigne, voilà, du Puy-de-Dôme, qui sont souvent très respectueux, très écoutés, qui ont un talent assez incroyable. Pareil pour des députés des Républicains, ils sont plus beaucoup, mais souvent quand ils prennent la parole, voilà, je pense à Aurélien Pradier, Annie Genevard, un Olivier Marleix, il y a un certain talent dans l'élocution. Pascal, vous restez avec nous pour le qui c'est qui l'a dit. Wally Bordas, vous voulez rester avec nous pour le quiz de l'actu? Je reste avec vous, bien sûr. Avec cet excellent livre, Wally Bordas, Histoire secrète de l'Assemblée nationale, coup de sang, intrigue et jeux de pouvoir, publié aux éditions du Rocher. Il raconte même l'altercation entre Philippe Bilger et Louis-Napoléon Bonaparte, ce qui avait vécu à Philippe Bilger. On s'en souvient, avec Victor Hugo dans les îles anglo-normandes. Mais c'est un grand épisode de l'histoire de France. Vous alliez parler de l'altercation avec Rocco Siffredi en général. Non, ça c'est trop intime, on n'en parle pas, on se retrouve tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec ce trio de choc, Philippe Bilger, Olivier D'Artigol, Jean-Michel Fauvergue, Wally Bordas, auteur de Histoire secrète de l'Assemblée nationale, est resté en notre compagnie pour le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Pascal de Périgueux, êtes-vous prêt? Oui. Alors, on commence. Vous donnez la réponse ou une proposition, sinon langue au chat, et après c'est la foire d'empoigne. C'est parti. Qui c'est qui l'a dit à 1 point, Pascal? Je présente mes excuses à tous les cochons de France. J'en ai jamais vu un défendre un génocide. Pascal. Guiraud. Bonne réponse de Pascal de Périgueux qui marque 1 point. David Guiraud, député LFI. Qui c'est qui l'a dit à 1 point, Pascal? La menace existentielle pour l'Europe, c'est l'immigration et l'islamisation, pas la Russie. Et c'était Marion Maréchal. Bonne réponse, Marion Maréchal. Contrôle antidoping. Bravo, tête de liste Reconquête, et c'était ce matin sur Sud Radio. Il y a du niveau. Il y a du niveau. Oui, du niveau. Encore un qui c'est qui l'a dit. Il est fort, Pascal. Il y a du niveau. Il est très bon. Qui c'est qui l'a dit à 1 point?
On m'a demandé qui je choisirais pour figurer sur le prochain billet de 20 €. J'ai choisi Greta Thunberg pour son courage, sa détermination et son rôle essentiel dans la vague verte qui a permis d'informer, de sensibiliser et de mobiliser les sujets climatiques. Pascal. Tout ça? Bonne réponse de Pascal. On s'en va, nous, hein. Pascal, on peut rester en studio ou qu'est-ce qu'on fait? C'est vous qui décidez. J'attends que Philippe nous raconte Qui c'est qui l'a dit à 1 point? Comment faire venir les jeunes à l'agriculture? Il faut essayer de leur simplifier la vie, de faire en sorte que ceux qui ont des projets puissent les porter. Pascal. Aubry? Non. Bonne réponse. Alors là, vous l'avez dit en même temps. Possible. Oui, en même temps, tous les deux. Allez, 1 point à Olivier D'Artigol. Je l'ai dit aussi, mais... Et 1 point à Jean-Michel Fauvergue. Et vous ne me mettez pas Non, moi. tu ne l'avez pas dit, alors. Mais alors? C'est pas une raison. Parce qu'avec Cécile, il dit rien et il a des points. Alors, pourquoi on fait pas pareil? Qui c'est qui l'a dit encore à 1 point? Les femmes trans sont des femmes, les hommes trans sont des hommes, aussi vrai que les fascistes sont des fascistes. Pascal. Non. Non, c'est Maréchal. Non. Non. Desfontaines? Non. Une petite idée? Une députée écologiste. Rousseau. Ah oui. C'est vous qui avez été le plus rapide, Jean-Michel Olivier C'est D'Artigol. vrai que c'est son thème de prédilection. Un point. Alors attention, là on monte, il y a du niveau. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Oula. Et c'est pas du tout un homme politique. On m'a fait passer pour quelqu'un qui battait les femmes alors que j'ai des cicatrices sur le visage qui prouvent que j'aime les emmerdeuses de compétition et que ça crée des frictions. Oui. Non. Pascal, c'est un rappeur. Joey Star. Bonne réponse d'Olivier D'Artigol qui marque 3 points. On ne peut pas couper son micro à Olivier? Non. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Définitivement, LFI est la honte de la République. Bardella? Non. Bruno Retailleau. Non. Oui, Bruno Retailleau, bonne réponse de Wally. Bruno Retailleau, 2 points, président Wally, c'est le mien. Normalement, Retailleau, c'est un domaine réservé. Voilà, j'ai atteint les Retailleau. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Israël, il faut le répéter parce que certains semblent l'avoir oublié, a le droit de se défendre aujourd'hui. Pascal. Bardella? Non. Attal? Non. Habib? Non. Macron? Darmanin? Non. C'est un tête de liste. Tête de liste? Bellamy, bonne en réponse même de temps, Philippe en même temps. Bilger. Non. Très nettement en même temps. Non. Il a eu un tout petit Soyons delta sérieux. d'avance. Allez, on a le temps pour une petite dernière. Il a les consignes de Cécile. Qui c'est qui l'a dit à 2 points sur le drapeau palestinien dans l'hémicycle? C'est un spectacle navrant et désolant, Pascal. Pascal? Glucksmann? Attal. Bonne réponse. Oui, Attal, très nettement. Non, Très nettement. asseyez-vous. Très nettement. Non, là, Très nettement. Fais-moi. Vidéo. Très nettement. Non, je t'assure. Philippe, en d'autres temps, je t'aurais dit oui. Mais là, il n'y a même pas du sujet. Mais vous êtes arrivé après moi. Non, très nettement avant. Pascal, je vous ai défendu honnêtement, vous ne pourrez pas le dire. Et là, c'était Philippe Bilger. Bien sûr. Là, c'est Olivier Vous D'Artigol. pouvez me dire comment, ayant dit Attal dans la seconde, il peut le dire. Parce que j'étais la demi-seconde avant. La demi-seconde avant. Vainqueur, ce Olivier sont des trucs. S'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut annoncer les résultats tranquillement? On n'est pas dans l'hémicycle, là, monsieur, s'il vous plaît. Vainqueur, Olivier D'Artigol avec 7 points. Philippe et Wally Bordas, Pascal et Wally Bordas, très bien, à 3. 2 points pour Philippe Bilger et 1 point pour Jean-Michel Fauvergue. Est-ce qu'on a le temps de faire gagner des lots, un magnifique cadeau à nos auditeurs? Allez, c'est parti. C'est un pack Lexon à vous faire gagner. Alors dedans il y a une bubble lamp, c'est une lampe qui s'allume partout, une enceinte minotée, on écoute plein de musique, on écoute bien évidemment une radio, une radio Tico qu'on peut même écouter sous la douche. Bien ça. Et une batterie MacBank. Allez, Philippe Bilger, pour rattraper votre courroux, un chiffre entre 0 et 20. 7. Le 7e appel au 0826 300 300 gagne un pack Lexon. Le 7e appel, on se retrouve tout de suite pour le journal. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvergue, Olivier d'Artigol. Vous êtes dans une forme olympique ce soir. Ça va. On salue Cécile qui n'est pas là aujourd'hui, mais qu'on retrouvera demain. On l'embrasse avec un immense plaisir. Dans quelques instants, vous avez la parole. On avait parlé ici et on va du côté de votre région d'origine d'ailleurs. Oui, c'est vrai. On dans les Pays de la Loire. On avait parlé ici même, vous savez, de la vente aux enchères du fameux scooter de François Hollande. Eh bien, il est parti pour 25 000 € quand sa cote Argus tournerait normalement plutôt autour des 4 000. C'est la charge historique. On est avec l'heureux acquéreur, effectivement, dans les Pays de la Loire dans un instant. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village. On a appris hier que Pierre Palmade allait être jugé seulement pour blessures involontaires après l'accident de la circulation qu'il a causé après avoir pris des stupéfiants. Accident dans lequel 3 personnes ont été grièvement blessées et un fœtus tué. Un fœtus tué car il est né vivant par césarienne et a vécu de 22h18 à 22h51 le jour du drame avant d'être déclaré mort par les médecins. Un bébé viable qui ne présentait pas de malformation, pesait 1,09 kilos, sa mère étant enceinte de 7 mois. Sa mort est donc intervenue dans un contexte d'accident de la voie publique. Et je suis scandalisé alors que le parquet s'était toujours prononcé en faveur d'un procès pour homicide, que le juge ait décidé de passer ce bébé par pertes et profits, le juge ayant décidé de poursuivre l'humoriste uniquement pour blessures involontaires. Bref, pour la justice, ce bébé a la vie bien trop courte, a la même importance que le pare-choc ou la portière d'un des véhicules détruits par l'accident. On me rétorquera que les anti-IVG en profiteraient pour attaquer le droit à l'IVG. Foutaise, cet enfant était désiré, le délai d'IVG était largement dépassé et on imagine le désarroi des parents après cette décision de justice. Quel bonheur en effet que de sentir son enfant bouger pour une future mère et de poser la main sur le ventre rond pour le futur papa, voire même le futur grand-père, bonheur que j'ai vécu il y a peu. Attendons le procès qui, je l'espère, rendra un verdict exemplaire, même si la justice pour le moment est comme Pierre Palmade sur de très mauvais rails. Philippe Bilger. J'ai pas suivi ça d'aussi près que vous, mon cher Philippe, mais j'ai l'impression que le juge, ça n'altère pas la légitimité de votre point de vue, c'est fondé sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Alors, c'est tout. Le reste... Olivier c'est tellement juste ce que vous avez dit et si bien dit, cher Philippe, avec l'émotion contenue qui a été la vôtre. Je fais écho au combat de M. Aleno sur l'homicide routier. On pense aussi à lui. Et donc, cette actualité, cette qualification a réveillé tout ça. Et je pense que le législateur devra se bouger sur ce sujet. Jean-Michel Fauvergue. Oui, c'est une affaire pénible avec beaucoup de tristesse, bien évidemment. Et c'est un bébé et la maman a perdu un bébé. Et ça, c'est incommensurable comme fait. Maintenant, la qualification qu'a choisi le juge, le magistrat instructeur, elle lui appartient, elle est contestable et vous l'avez contestée et vous avez bien fait. Il faut s'exprimer dans ce sens aussi. Maintenant, au niveau du jugement, il encourt jusqu'à 14 ans de prison. Donc, mais on n'a jamais ça pour des routiers. Non, jamais bien sûr que non, mais compte tenu des circonstances, il y a des circonstances aggravantes là-dessus. Donc je pense que c'est la peine qu'il faut voir. D'abord la peine de la famille, ensuite la peine pénale qui devra être appliquée. Et j'espère que la peine elle sera à la hauteur de cette peine de la famille. Beaucoup plus léger. Vous avez la parole, Félix Mathieu. On monte en scooter et pas n'importe lequel, celui de François Hollande, celui qui avait fait la une de Closer il y a 10 ans, le scooter de la fameuse photo volée rue du Cirque, quand le magazine People avait révélé la relation du président avec Julie Gaillet, entraînant la rupture du couple qui occupait l'Élysée à l'époque. Eh bien, le dit scooter a été vendu aux enchères. Il est parti pour 25 000 € environ, somme liée à sa charge historique. Sinon, il aurait valu dans les 4 000. Nous sommes en ligne avec l'heureux acquéreur. Bonsoir, Denis Bréré. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, propriétaire du musée automobile Prestige et Collection à Jalais dans le Maine-et-Loire. Vous avez même d'ailleurs le petit papier signé François Hollande qui authentifie le véhicule. musée dans lequel vous proposez de passer au volant de véhicules de légende, des 2 chevaux, des Hummer, des Viper, des DeLorean, des Cadillac. Alors, quelle idée ce scooter de François Hollande au milieu de tout ça? Au milieu de tout ça, quand j'entends vos informations tout à l'heure, ça va permettre aux personnes de se vider un peu la tête. Et j'ai pas mal de visiteurs qui viennent et qui m'ont dit vous devriez l'acheter le scooter, parce qu'avec son histoire, ça peut être marrant.
Et depuis que je l'ai acheté, alors je ne l'ai pas encore, hein, j'irai le chercher fin de cette semaine. Donc j'attends avec impatience de pouvoir aller à la boulangerie et acheter mes croissants avec déjà. Je vends le mien dans quelques temps. Ensuite, il y a pas mal de personnes qui ont envie de monter dessus pour se sentir un petit moment François Hollande. Et on va bien voir ce qui va se passer. Excusez-moi, mais les yeux d'Olivier d'Artigol frétillent. Non, bravo, parce que suite à cette actualité, il y a eu quelques articles consacrés à ça, et on a découvert y compris votre collection. Donc bravo, et vous avez donc là fait l'acquisition d'une belle pièce. Je ne sais pas s'il est équipé de pneus pluie, parce que le quinquennat de François Hollande a été pluvieux. Alors j'espère que c'est pas pour cette raison-là qu'il pleut depuis maintenant quand même quelques semaines. Mais vous ne pourriez pas prévoir la jolie fille qui va avec. Vous pouvez pas prévoir la jolie fille qui va avec, disait Philippe Bilger de Librairie. Là, la jolie fille qui va avec, c'est Philippe Bilger qui vous demande si vous pourriez la prévoir. Ça va être difficile, je pense. Hein. Jean-Michel, oui. Il faut venir avec, je pense, c'est préférable. Jean-Michel Fauvergue veut réagir. Non, juste, moi je comprends l'intention. Ça fait d'abord beaucoup de pub, et puis c'est pas mal au milieu des motos et des voitures de collection. Et si vous voulez continuer dans ce sens-là, dans 2-3 mois, je vends le mien de scooter. Le scooter de Jean-Michel Fauvergue, vous êtes preneur de Denis Bréhéret, ancien patron du RAID, même le scooter de l'ancien patron du RAID et ancien député. Mais ça dépend du scandale qui ira avec. Hein, pour l'instant. Excusez, on va vous trouver ça. On va y arriver. Hein. On a des fiches. C'est vrai que c'est un morceau historique, hein, ce scooter, quand même, au-delà de la blague. Ah oui. Merci à vous, Denis Bréhéret, pour ce scooter qu'on ira voir. Moi, c'est la DeLorean que j'aimerais beaucoup aller voir. Ça me rappellera toujours le film Retour vers le futur. Exact. Voiture absolument mythique et qui avait un moteur fabriqué en France, faut-il le rappeler. Tout de suite, les tours de table de l'actualité. Philippe Bilger. On y va. Non, juste après la pub, mais disez-le. Je trouve la mairie de Paris promeut l'aide à mourir. Jean-Michel Fauvergue. Trop d'aide dans trop de domaines en France. Je vais vous parler de mon expérience personnelle. Olivier d'Artigol. Aide juridictionnelle pour les travailleurs sans papier, une très bonne nouvelle. Merci à vous encore, Félix Mathieu. On se retrouve dans quelques instants. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvergue, Olivier d'Artigol. C'est l'heure des tours de table de l'actualité. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et c'est sur la mairie de Paris que vous voulez faire votre tour de table, Philippe Bilger. En effet, la mairie de Paris a promu, avec les moyens du service public, les arguments des militants de l'aide à mourir, puisque on avait sur le panneau « Choisir de mourir dans la dignité est un droit fondamental ». Je trouve évidemment choquant que cette assertion ait été payée par nos impôts et que la mairie laisse entendre qu'en réalité tout le monde est d'une certaine manière intéressé par cette injonction. Est-ce que ça pose pas question, ce type d'affiche, alors qu'il y a c'est quand même un sujet très lourd et il y a un projet de loi en cours, qu'on balance ça sous forme comme une pub pour des paquets de lessive, quoi. Désolé. Vous avez tout à fait raison. Moi, je trouve toujours un peu extraordinaire de réduire à une punchline, à quelque chose d'écrit comme ça. Tout un débat, un débat entre les uns et les autres sur un problème sociétal. C'est véritablement pas sérieux et pas correct. Olivier d'Artigol. Oui, je partage l'avis de Philippe Bilger. J'ai cru lire un élément de réponse de la mairie de Paris indiquant que cela faisait partie de leur projet municipal, mais je ne vois pas en quoi ça rentre dans un projet municipal. Oui, donc je pense que c'est pas le maire qui décide du droit à l'euthanasie. Surtout dans le moment que nous vivons parlementaire, où le texte sorti de la commission est très différent à celui qui avait été travaillé, proposé, c'est inopportun. Second tour de table, c'est avec vous, Jean-Michel Fauvergue. Vous dites qu'il y a trop d'aides dans trop de domaines en France. Vous nous faites une Khrouchtchev, là. Puisqu'il met sa chaussure sur le studio. Cet objet est très important pour mon tour de table. Vous avez parfaitement lavé les pieds ce matin. Je les ai lavés avant de vous les mettre sur la table.
Alors, oui, je vais parler des aides. Récemment, Bruno Le Maire a dit que la France est un des pays les plus généreux d'Europe. Alors il l'a dit évidemment pour lancer ensuite la réforme sur l'assurance chômage. Mais moi je voudrais vous parler de mon expérience personnelle. Et pourquoi j'ai sorti cette chaussure ? Parce que cette chaussure, cette paire de chaussures, je l'ai fait ressemeler. Vous voyez, c'est propre, parfait, neuf, elles sont ressemelées, etc. Et quand je suis allé chez le cordonnier, j'ai fait ressemeler mes chaussures. Je le fais souvent, je récupère mes chaussures de cette manière-là. Et au moment de payer l'addition de ça, il m'a dit vous bénéficiez d'une aide de l'État. 8 € sur la paire de semelles, 6 € sur la paire de talons. Donc je lui ai dit merci, c'est sympa et tout, et il n'avait pas augmenté ses prix d'autant, hein. Il est très très honnête. Et donc voilà une aide qui pour éviter qu'on achète du neuf et essayer de recycler l'ancien. Voilà une aide intéressante, mais dont je n'avais pas besoin honnêtement. Moi. Oui. Donc et c'est pas la première fois. J'ai acheté, et je l'ai pas amené là parce que c'est trop volumineux. J'ai acheté il y a 2 ans de ça un vélo électrique, un beau vélo électrique. Je me suis fait plaisir. Le prix aussi était important. Oui. Et j'ai bénéficié et je ne le savais pas à l'époque, j'ai bénéficié donc d'une aide de la région, de la région là-dessus, qui m'a payé une partie du vélo, pas la majeure partie, mais une partie du vélo. Tout ça pour dire que ces aides-là, j'ai aussi, mais là c'était une erreur, j'ai reçu les 100 €. Vous savez, à l'époque où le Premier ministre Castex avait décidé de donner 100 € sur le diesel et sur l'essence, eh bien je l'ai reçu aussi parce que les impôts s'étaient trompés, ils s'étaient basés sur mes déclarations URSSAF de droit d'auteur et donc j'avais eu 100 €. Ça a été impossible de les restituer d'ailleurs. Hein, quand vous recevez quelque chose des impôts, c'est impossible de restituer. Bon, je les ai gardés, mais vous voyez, ça veut dire qu'à un certain moment, il y a des aides comme ça qui sont destinées aux mauvaises personnes et qui sont pas tout le temps logiques. Alors, je veux dire que la France est un pays généreux. Elle est généreuse jusqu'à la démesure quelquefois, mais quand même, c'est un pays dans lequel la solidarité est pratiquée, et ce contre-exemple que j'ai donné ne doit pas desservir effectivement cette solidarité-là, parce que la France est un pays merveilleux et j'aime la France. Mais on peut, moi j'ai droit aussi à ces aides. Ah oui, mais oui, si tu vas, si vous allez. Mais ça m'est arrivé plus d'une fois, il m'a rien proposé. Le Chinois, il me fait même payer 1 €. Mais je vous parlais pas des nems ou de la non, mais c'est un cordonnier. Oui, vous y avez droit, oui, bien sûr. Et Olivier d'Artigol, c'est vrai que c'est assez surréaliste. Quand on peut vraiment payer, pourquoi faire une aide de l'État ? Oui, pas de souci pour des semelles et des talons. Mais ce sont des politiques incitatives. J'ai bien aimé votre démarrage de chronique sur cette chaussure. Parce que je trouve que ça a du sens de dire il vaut mieux, plutôt que chaque fois acheter sur l'obsolescence, etc. Après, moi, je suis pour une mise à plat de l'ensemble des aides publiques. Il y a par exemple 200 milliards d'aides publiques aux entreprises, certaines sont indispensables, d'autres sur le crédit impôt recherche, il y aurait beaucoup à dire. Donc c'est chaque fois un serpent de mer, mais on n'y arrive pas. Et tout de suite, nous avons notre gagnant. Jingle. Bon, c'est pas grave. Ah voilà, notre gagnant du jeu Lexon, direction Neuilly-Plaisance. Bonsoir Serge. Oui, bonsoir. Vous avez été le 7e appel au 0826 300 300 et vous avez gagné un Pax Lexon offert par Lexon et Sud Radio. Dedans, une bubble lamp, une lampe que vous pouvez utiliser partout. Une enceinte minotée pour écouter Sud Radio dans la salle de bain, dans la chambre à coucher, le salon, la cuisine, le garage, où vous voulez. Une radio Tico pour écouter également un peu partout, et une batterie MacBank. Vous pouvez remercier Philippe Bilger, il a dit le 7e appel, vous avez été le 7e. Merci les vrais voix, merci Philippe, et merci Lexon, puis j'en ferai. Bravo Serge Bilger, bravo. Et merci Sud Radio. Vous êtes un fidèle de Sud Radio ? Oui, les soirs en rentrant du travail, entre 5 et 7, j'écoute dès que possible. Ah bah vous faites un 5 à 7 très sympathique avec les vraies voix, il n'y a pas mieux là. Il n'y a pas mieux que Sud Radio, même peut-être, on ne sait jamais. En 5 à 7, vous voulez dire Philippe Bilger. Merci en tous les cas. Eh bien merci à vous, merci de votre fidélité au poste. Tout de suite, le tour de table de l'actualité d'Olivier d'Artigol. On se retrouve de quelques instants et merci de votre fidélité.
actualité. Et bravo Serge de Neuilly-Plaisance. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Olivier d'Artigol, Jean-Michel Fauvergue. Et c'est l'heure du tour de table de l'actualité d'Olivier d'Artigol. Aujourd'hui, les réactions, notamment de toutes les nuances et sensibilités de droite, ont été particulièrement hostiles concernant la décision du Conseil constitutionnel au sujet de l'aide juridictionnelle pour les étrangers en situation irrégulière. Ma curiosité m'a amené à aller à l'origine de cette affaire pour voir comment donc elle avait démarré. Elle a démarré car 4 salariés sans papier avaient saisi le Conseil des prud'hommes pour dire que leurs conditions de travail étaient inadmissibles, notamment sur le plan de la sécurité, et qu'ils ne bénéficiaient pas d'un véritable contrat de travail. Le Conseil des prud'hommes a donc jugé que cela pouvait, sur une question prioritaire de constitutionnalité, relever de la Cour de cassation. De la Cour de cassation, je vous épargne tout le cheminement, c'est allé au Conseil constitutionnel qui a amené cette décision. Et cela m'a fait penser à ces travailleurs sans papier qui travaillent par exemple dans le BTP. En Ile-de-France, c'est presque 30%. Qui travaillent dans les arrière-cuisines de la restauration, qui travaillent dans la propreté urbaine, qui travaillent beaucoup comme saisonniers sur des exploitations agricoles, par exemple. Eh bien, en fait, ces travailleurs pourront maintenant, en cas de manquement sur des règles essentielles, par exemple pour leur sécurité, c'est le cas dans la sous-traitance du BTP où la première variable d'ajustement pour faire baisser les coûts, on n'assure plus la sécurité pour ces ouvriers, il y a des morts au travail, de leur accorder cette aide juridictionnelle pour faire valoir leurs droits. Alors je sais que beaucoup contestent l'élargissement de cette décision à l'ensemble des étrangers en situation irrégulière. Je peux comprendre cette dimension-là, bien évidemment, mais je voulais simplement souligner que pour les travailleurs sans papier, qui pour beaucoup ont fait tourner notre société, notamment au moment du confinement, ils sont aussi dans d'autres activités que je n'ai pas réglées, c'est aujourd'hui une bonne nouvelle pour eux. Philippe Bilger. Je suis heureux de constater qu'Olivier, par rapport à un propos qu'il a tenu à midi et demi, semble comprendre qu'il y a une sorte d'absurdité dans la généralisation de l'aide juridictionnelle pour les clandestins. J'ajoute que sur le point particulier que vous avez évoqué, Olivier, on a tout de même une inspection du travail qui vient vérifier assez régulièrement. Qui manque énormément de moyens, Philippe. Elle a une sensibilité de gauche. Oui, mais il général. manque de moyens. Oui. Je t'assure, cher Philippe, que l'inspection du travail concernant le travail au noir, le travail non déclaré, manque spectaculairement de moyens. Oui, ça je l'admets, mais enfin, a priori, elle est là pour déterminer si les travailleurs sont en situation régulière ou pas. Donc ça ne m'apparaît pas un argument fondamental contre l'absurdité. J'ai fait un pas, mais tu ne le fais pas dans ma direction. On a appris que vous passiez des moments entre vous étiez sur notre plateau. Non, mais Jean-Michel tout cela est public. Voilà. Jean-Michel Fauvergue. J'ai été à une autre époque commissaire d'un office central qui travaillait contre la migration clandestine et les réseaux de migration clandestine. Et on travaillait en coopération avec un autre office qui dépendait de la gendarmerie et qui travaillait sur les réseaux de travail clandestins. Eh bien, et on travaillait ensemble souvent sur quelques affaires et on pouvait voir quand même cette misère humaine et l'exploitation de cette misère humaine à la fois par les passeurs, mais aussi à la fois par des gens qui profitent de ça et qui sont sur toute petite partie, mais qui profitent effectivement de la situation. Donc du coup, bien dans le micro. Du coup, ce qui a été dit par Olivier et me semble assez tempéré. C'est vrai que d'un côté, on a ces travailleurs-là qui doivent être protégés, même s'ils sont en situation irrégulière. Et je souligne ils pourraient être régularisés. Et je souligne que la dernière loi sur l'immigration permet de régulariser certains. La problématique, c'est effectivement, il faut absolument pas que ça s'étende à tous les étrangers en situation irrégulière. Sinon, on s'en sortira jamais de cette migration submersive. Mais comme l'a dit notre ami Éric Revel, c'était ce matin, le Conseil constitutionnel qui est censé faire respecter les lois donne des droits à des gens qui justement ne les respectent pas. Vous en pensez quoi, Olivier d'Artigol ? Non, mais j'ai eu
J'avais des échanges, j'ai pas qu'avec Philippe Bilger. J'ai réfléchi au cours de la journée. Bravo. Je peux faire Vous avez cette fait évolution. Quelques avancées. Mais il n'empêche, je trouve que la situation faite aux travailleurs sans papier dans des tâches ingrates, et on a souvent pointé ce sujet-là et on ne le règle pas. Il y a un peu d'hypocrisie. Ah oui, bien sûr. Il y a non, mais il y a un peu d'hypocrisie parce qu'on sait que ça se passe comme ça. On sait que dans certains corps de métier, c'est beaucoup trop pratiqué et en fait, on n'agit pas. Alors, précisons quand même que c'est une petite partie des patrons et qu'ils le sont. Quand ils se font choper, il y a des amendes qui sont phénoménales et des peines de prison aussi. Heureusement. Merci Olivier d'Artigol. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Lors d'une conférence de presse avec le chancelier allemand Olaf Scholz, Emmanuel Macron s'est dit prêt à autoriser l'Ukraine à frapper le sol russe avec des armes françaises. Alors parlons vrai, est-ce que frapper le territoire russe avec des armes françaises nous rend encore plus co-belligérants? Est-ce que vous craignez une escalade du conflit? Est-ce que la France n'est pas isolée, l'Allemagne refusant de livrer des missiles de croisière à l'Ukraine pour frapper le territoire russe? Et à cette question, Emmanuel Macron a-t-il raison d'autoriser l'Ukraine à frapper des objectifs militaires russes avec des armes françaises? Vous dites non à 95% sur Twitter. Avec nous, Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS, auteur du livre France, une diplomatie déboussolée, publié aux éditions de l'Inventaire. Bonsoir. Bonsoir. Une question cash pour une réponse cash. Est-ce que la recherche d'une solution diplomatique en Ukraine a été définitivement abandonnée? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il faut marcher sur deux jambes. Il faut évidemment dissuader et empêcher la percée russe qui déséquilibrerait complètement les conditions de la négociation. Mais en même temps, il faut garder un canal. Ce canal, nous avons tenté de l'ouvrir par un coup de fil entre les deux ministres de la Défense, il y a déjà plus d'un mois. Il n'a pas donné de bons résultats. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les canaux sous terre, si je puis dire, fonctionnent, notamment du côté des États-Unis. Donc le jour d'après, je crois qu'on le garde en tête. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 pour débattre avec les vraies voix et notre invité du jour, Jean Glignasti, ancien ambassadeur de France à Moscou. On se retrouve dans quelques instants. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Olivier d'Artigol et Jean-Michel Fauvergue. C'est l'heure du coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Préparez-vous à envoyer, à un moment ou à un autre, des troupes françaises dans un conflit qui, de fait, dégénérerait en une guerre mondiale. Eh bien, je pense qu'on doit pouvoir leur permettre de le faire si on veut véritablement retenir notre objectif. Et je crois pouvoir dire que factuellement, nous ne sommes pas escalatoires en faisant cela, puisque c'est la Russie qui s'organise de cette façon. Et le sujet majeur, c'est que l'Ukraine soit en position de force pour négocier le jour venu quand elle le voudra. Parce que nous devons soutenir l'Ukraine pour défendre sa souveraineté. Emmanuel Macron veut autoriser les Ukrainiens à viser le sol russe avec des armes françaises. Il l'a dit lors d'une conférence de presse avec le chancelier allemand. Jusqu'ici, c'était impossible afin d'éviter d'entrer en co-belligérance. Les États-Unis s'y refusent par exemple, mais le président Macron veut l'autoriser pour viser des bases russes qui frapperaient le territoire ukrainien. Alors parlons vrai, est-ce que frapper le territoire russe avec des armes françaises nous rend encore plus co-belligérants? Craignez-vous une escalade du conflit? Est-ce que la France n'est pas isolée, les Américains ne voulant pas, mais les Allemands ne voulant pas non plus livrer des missiles de croisière Taurus à l'Ukraine pour frapper le territoire russe? Et à cette question, Emmanuel Macron a-t-il raison d'autoriser l'Ukraine à frapper des objectifs militaires en Russie avec des armes françaises? Vous dites non à 94% désormais. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Avant de retrouver notre invité Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France à Moscou, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et auteur du livre France, une diplomatie déboussolée, publié aux éditions L'Inventaire, on fait un tour de table des vraies voix. Philippe Bilger, est-ce que ça risque pas de mettre vraiment le feu aux poudres? Peut-être, mais en même temps, comme on entend
de manière constante qu'il est fondamental que l'Ukraine ne perde pas cette guerre, parce qu'en réalité, l'impérialisme de Poutine pourrait s'attaquer à d'autres pays. Je me demande si la seule manière de permettre un changement du rapport de force, puisqu'apparemment à l'heure actuelle, l'Ukraine est en mauvaise posture militaire, ce ne serait pas d'autoriser, comme le souhaite le président de la République, de cibler des objectifs sur le territoire russe. Peut-être que c'est dangereux, sûrement même, mais est-ce que ça ne rétablirait pas un rapport de force et peut-être conduirait Poutine à envisager une solution politique qu'à l'heure actuelle il refuse, puisqu'il est en état de supériorité? Jean-Michel Fauvergue. En première chose, concernant Biden, je pense pas qu'il dise la vérité concernant l'utilisation des armes américaines. Juste, il le dit pas, ou alors il dit le contraire, et ça c'est une chose. Deuxièmement, l'Angleterre aussi autorise l'Ukraine à utiliser ses armes pour frapper dans les profondeurs, comme disent les militaires. Ensuite, frapper dans les profondeurs, c'est-à-dire aller détruire des cibles dans le territoire ennemi qui vous impacte sur votre pays à vous, c'est quelque chose qui semble fondamental pour mener une guerre. Sinon, on a un vrai gros problème. Et la deuxième et autre chose aussi, le fait de frapper en Russie même peut aussi impacter l'opinion publique russe qui, pour l'instant, ne bouge pas et semble ne pas être au courant qu'il y a une guerre de quelque ampleur qu'elle soit. Olivier D'Artigol. Oui, rapidement. On se situe sur une ligne de crête qui est bien évidemment celle de la co-belligérance. Je trouve que ça ne fait pas l'objet, malheureusement, d'un débat très transparent dans notre pays. Moi, j'aimerais un débat au Parlement. Oui, bien sûr, un débat au Parlement avec vote. Parce que il en relève, c'est bien sûr un domaine réservé du président à ce stade-là. Mais si on devait aller plus en avant dans un engagement, il faudrait en saisir le Parlement. Et puis, je trouve que la dissonance franco-allemande sur le sujet est un vrai problème. Elle n'a pas été évacuée lors de la visite d'État d'Emmanuel Macron, loin s'en faut, en Allemagne. Et c'est là quelque chose qui isole la France, il me semble. Jean de Glignasti, est-on sur une ligne de crête de la co-belligérance? Les trois vrais voix ont parlé de co-belligérance. La co-belligérance, ce sont les Russes qui vont en décider. Ce qui est sûr, c'est que il y a une certaine logique à permettre aux Ukrainiens de détruire les endroits à partir duquel ils sont eux-mêmes bombardés. Et donc, ça reste en fait tout le long de la frontière russe. C'est pas dans la profondeur. Et de toute façon, les armements que nous dispensons, c'est-à-dire les Scalp, ils ont au maximum 300 km de portée. C'est des missiles de croisière, les Scalp, dans la zone du conflit. Mais sur le fond, la co-belligérance, c'est un cran de plus, bien entendu. Et le problème, c'est que si on est tout seul, et comme vous l'avez dit très justement, les Allemands ne sont pas d'accord, les Américains ne sont pas d'accord non plus. Et donc, si on se trouve tout seul, il y aura des mesures de rétorsion, c'est évident. Donc, il faut les assumer si on prend cette décision. Philippe Bilger veut réagir. Monsieur l'ambassadeur, comment voyez-vous la possibilité d'une solution politique? Vous avez évoqué des contacts officieux qui se déroulent entre les diplomaties, vraisemblablement, mais pour le profane, on ne voit rien de tangible. Est-ce que vous pensez que cette situation peut durer tout le temps sans espoir de solution politique? Je crains en tout cas que l'année qui vienne, c'est-à-dire jusqu'à la fin 2024, et pour tout dire jusqu'aux élections américaines, il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce que pour les Russes, l'interlocuteur principal, c'est les États-Unis.
et que pour l'instant ils ont une position maximaliste, et que du côté ukrainien, on a aussi une position maximaliste. Le plan de paix ukrainien est un plan où il faut tout, quoi. C'est-à-dire il faut récupérer l'intégralité des territoires, obtenir des compensations à 100%, des garanties d'approvisionnement énergétique, etc. Donc en fait, tout le monde est dans chacun des deux partenaires antagonistes est sur sa position extrême. Et pour l'instant, l'enjeu, c'est qui aura les meilleures positions sur le terrain pour un moment de négociation qui devra arriver, mais sur lequel, je le regrette beaucoup, ce sont les Américains qui décideront du moment, de la forme et de la façon dont ça se déroulera. Olivier d'Artigol ou Jean-Michel Fauvert, chacun son tour. Oui, moi je voulais vous demander, monsieur l'ambassadeur, il y a non seulement cette frappée dans les profondeurs avec les missiles, mais aussi il y a eu une déclaration sur l'installation de militaires français et d'instructeurs. Conseil militaire, c'est ça. Est-ce que là on est dans le même schéma? Oui. Parce que à chaque fois, c'est un petit... D'abord, il faut peut-être faire une différence entre ce qui est la déclaration et la réalité des choses. Oui. Ça fait longtemps qu'on a donné les scalps et tout le monde sait que pour régler un scalp, il faut un expert français. Donc il y a très probablement déjà des spécialistes sur place, comme il y a des spécialistes anglais et comme il y a, bien qu'ils ne le disent pas, des spécialistes américains. Ben oui. Alors le problème, c'est de le faire discrètement. Le deuxième, c'est de l'annoncer. Donc l'annoncer, c'est déjà un petit pas de plus dans l'escalade ou la contre-escalade, et qui entraînera évidemment des mesures spécifiques de rétorsion. Ce qu'il y a d'inquiétant, c'est quand la France est isolée devant et qu'elle risque de prendre les coups que d'autres se gardent bien de risquer de prendre. Olivier D'Artigol. Oui, d'ailleurs, sur ces instructeurs, c'est pas forcément des militaires, hein, ça peut être des ingénieurs, des techniciens de sociétés d'armement et de défense. Première chose. Exactement. Moi, je suis total. Sauf que maintenant, on a dit qu'on allait envoyer des instructeurs. Je sais bien, c'est pour ça qu'il me semble que la parole présidentielle devrait être beaucoup plus formatée sur des sujets aussi sensibles et sérieux. Après, je partage totalement votre avis sur le fait que tout cela est corrélé à l'agenda des élections présidentielles aux États-Unis. Bien évidemment. Et on manque d'éléments, Philippe Bilger l'a dit, sur quid de la diplomatie souterraine, qu'est-il en train de se jouer ou pas? Est-ce que c'est un élément chaud ou tiède ou froid? Est-ce qu'il se passe des choses? Et puis, quels sont aujourd'hui les objectifs de guerre de la Russie? Jean de Lignasti. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que les Russes ont toujours maintenu un certain flou sur leurs priorités. Disons, en gros, leurs objectifs, on les connaît. La question, c'est le dosage. Ça fait 20 ans que les Russes disent qu'ils n'accepteront pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Donc là, il y a une cohérence russe totale depuis des dizaines d'années. Et donc, on sent bien que la priorité, c'est la neutralisation de l'Ukraine par rapport à l'OTAN. Cela dit, on en est loin actuellement, comme vous le savez. La deuxième chose, c'est que les Russes ont annexé 4 grands oblasts, 4 grandes régions ukrainiennes. Est-ce que maintenant ils sont capables de négocier ça contre la neutralisation de l'Ukraine? Ils avaient commencé à le faire, mais c'était le 30 mars 2022 à Istanbul, et à l'époque, disons, l'échec de la première offensive russe était patent, ils n'ont pas réussi à prendre Kiev, et il y avait encore un moyen d'équilibre des forces et tout ça, donc il y avait des possibilités qui n'existent pas maintenant. Mais on en reviendra au moment, si Dieu veut, de la négociation et du compromis, à l'échange neutralité contre restitution de territoire occupé par la Russie. Le sujet fait réagir au 0826 300 300, direction Limoges. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on doit autoriser les Ukrainiens à frapper des objectifs militaires russes en territoire russe? On doit les autoriser si on veut une escalade de la guerre. Moi, je pense que ça serait bien d'arrêter un petit peu les frais, et M. Macron nous emmène tout doucement mais sûrement vers une guerre avec la Russie. Déjà, on abreuve les Ukrainiens de milliards d'euros européens, 70 à venir, 77 déjà versés, 400 pour la reconstruction. Et Monsieur Macron continue à haranguer les Russes, à pousser à la guerre, et ça, je trouve ça quand même assez problématique. Alors, on va... Monsieur est fou. Alors ça, c'est votre avis. Merci beaucoup, Benoît de Limoges. On va faire réagir Jean de Glignasti. Est-ce qu'on peut
aller, comme le dit Benoît, vers la guerre entre la France et la Russie. Et qui dit guerre entre la France et la Russie dirait guerre entre l'OTAN et la Russie. Mais je ne suis pas sûr. Le problème, quand vous êtes seul en face, en pointe, et que vous n'êtes pas suivi par les autres, c'est que vous risquez d'avoir des difficultés, j'allais dire, strictement bilatérales. Le chancelier allemand s'est bien gardé de céder sur les taux russes. Le président américain a dit que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN n'était pas à l'ordre du jour. On a dit, nous, le contraire, lors de la visite bilatérale de Zelensky à Paris il y a quelques mois. Et donc le risque, c'est de se trouver tout seul, en pointe, et donc par manque peut-être de concertation ou d'acceptation d'un point de vue moyen avec nos partenaires, nous prenons des risques particuliers. Ça sera pas l'OTAN, ça sera la France. Et quand notre président fixe dans l'interview de The Economist d'il y a un mois, une revue magazine anglais, il a dit il y a 2 conditions pour l'intervention française sur le terrain, c'est une percée russe et une demande officielle du gouvernement ukrainien. La demande officielle, il y a déjà des députés de la Rada, du Parlement ukrainien, qui la demandent, donc ils demandent à leur gouvernement de présenter une demande d'intervention à la France. Et quant à la percée russe, Dieu seul sait s'il y en aura ou pas. Et une fois que les 2 conditions seront remplies, qu'est-ce qu'on fait? On y va tout seul, les autres ont dit qu'ils n'y allaient pas, ou bien alors on mange son chapeau, donc on s'est mis dans une situation incontestablement difficile. Philippe Bilger veut réagir. Monsieur l'ambassadeur, où vous situez-vous dans le débat qui oppose ceux qui considèrent que, en réalité, il y a seulement un conflit et il est déjà suffisant entre la Russie et l'Ukraine, et d'autres qui imaginent que Vladimir Poutine est un danger pour d'autres pays et que si on ne l'arrête pas, évidemment, sa volonté de pouvoir ira beaucoup plus loin. Vous êtes plutôt sur j'allais dire la branche extrémiste, très pessimiste, ou sur la première? Le rapport entre les budgets 2023 de l'OTAN et de défense, donc les dépenses militaires de l'OTAN et les dépenses militaires russes, c'est 8%. Les Russes représentent 8% des dépenses militaires de l'OTAN en 2023. Par ailleurs, les Russes ont reçu une correction, il faut le dire, par l'armée ukrainienne toute seule, avant même que l'aide européenne et occidentale n'arrive, dans les premiers mois de la guerre. Donc l'armée russe, c'est pas... et on voit qu'actuellement ils piétinent, alors que c'est leur intérêt absolu de percer maintenant avant que les armements occidentaux n'arrivent. Donc les performances de l'armée russe sont pas particulièrement convaincantes. Et enfin, dernier point, les Russes ont une catégorie très claire dans leur esprit, une différence entre l'étranger proche, et l'étranger proche, ce sont les anciennes républiques socialistes soviétiques qui appartenaient, à l'URSS et dont la Russie prétend qu'actuellement elles doivent rester sous son influence. Et puis le reste, la Russie n'a jamais eu l'intention de reconquérir la Pologne, la Hongrie, etc. Ça n'a aucun sens. Donc en revanche, quand on fait partie de l'ancienne ère de l'URSS, là, il y a lieu de s'inquiéter, mais pas plus. Merci beaucoup, Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France à Moscou, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de recherche internationale et stratégique, et auteur du livre « France, une diplomatie déboussolée », publié aux éditions L'Inventaire. Merci Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvergue et Olivier d'Artigol, ce fut un plaisir. J'ai noté que vous étiez spécialiste du missile Scalp. Est-ce que ça... Ça a un rapport avec ma coupe de cheveux? Est-ce que... Non. Bonne question. Je me suis posé la question. Stratégie du pas terre brûlée, c'est le front brûlé. Absolument. Merci beaucoup encore à vous, Jean de Glignasti. Tout de suite, les vrais voix responsables. Et on va parler de la French Tech avec 4 belles entreprises de la French Tech: Watt, Foodles, Équateur et Greenly. Restez bien avec nous sur Sud Radio.